Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Je vous invite à partager les échanges que j'ai le plaisir d'avoir avec les entrepreneurs qui nous racontent les coulisses, reviennent sur leur parcours et délivrent quelques anecdotes et apprentissages. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je travaille chez Tracteur, qui accompagne les startups dans le développement technique de leurs produits et services innovants. Aujourd'hui, je reçois Leslie Lacroix, la fondatrice de la société Capitaine Study, une plateforme d'aide à l'orientation pour les étudiants et futurs étudiants. Leslie nous raconte comment elle a lancé son entreprise avec son associé alors qu'elle était encore étudiante, comment elle a passé les différentes étapes et structuré avec le temps son projet, la mise en marché de son offre commerciale et aussi l'importance de la partie communication. Un épisode riche, donc je vous souhaite une très bonne écoute en notre compagnie. Eh bien, bonjour à tous, de retour sur le podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Leslie Lacroix, fondatrice de Capitaine Study. Salut Leslie, comment ça va ? Salut Guillaume, très bien, merci et toi ? Ça va super, là, content de t'avoir en physique, là, de reprendre les enregistrements IRL, j'ai envie de dire. Pour démarrer, afin que les auditeurs fassent connaissance avec toi et sachent qui tu es, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire aussi qu'est-ce que fait Capitaine Study ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Donc, je m'appelle Leslie Lacroix, j'ai 22 ans, je suis la fondatrice de Capitaine Study. Je suis originaire des Landes, de Segor. J'ai fait mes études à Bordeaux pendant 5 ans, j'ai fait des études de communication et je me suis spécialisée dans le digital pour mon master. J'ai eu l'idée de créer Capitaine Study pendant mes études, et donc j'ai entrepris au cours de mes études. Capitaine Study, c'est une plateforme d'avis sur les établissements du supérieur. Donc concrètement, c'est les étudiants actuels et anciens étudiants qui publient des avis sur la plateforme. Ils partagent leur expérience selon plusieurs critères et l'objectif, c'est d'aider les lycéens ou toute personne qui recherche une école à comparer les écoles entre elles et à faire le bon choix. Ok. T'as créé ça, donc tu l'as dit, pendant tes études. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu l'idée et que t'as eu surtout envie de passer à l'action ? Parce qu'en fait, quand on est étudiant, on a souvent plein de projets où on nous demande de travailler sur des idées, des trucs comme ça. Parfois, ça reste juste au stade de dossier pour l'école. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as, toi, sauté le pas ? Alors l'idée de Capitaine Study, je l'ai eue quand j'étais en 3e année d'études. Je savais que je voulais faire du digital à Bordeaux. Mais comme dans toutes les villes et comme dans toutes les filières, il y avait beaucoup d'écoles qui proposaient ces formations-là. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à contacter des étudiants sur LinkedIn, à leur demander des avis sur leurs écoles. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ces avis, tout le monde en avait besoin, tous mes potes autour, tous les gens de ma classe. Et donc, j'ai eu l'idée de créer une plateforme sur laquelle les réunir. Au début, c'était vraiment un projet, comme on dit, un side project que je faisais à côté de mon alternance quand je rentrais le soir. Et puis, j'ai été contactée par un incubateur qui s'appelle Incubateur à Bordeaux. Et là, c'est devenu beaucoup plus concret. À la base, je savais même pas ce qu'était une start-up ou ce qu'était un incubateur. Et là, c'est devenu beaucoup plus concret puisqu'on a essayé de réfléchir à comment monétiser le site et comment faire une vraie entreprise, une vraie start-up. Et c'est là qu'il y a vraiment eu le déclic. Je suis rentrée au début de mon master, j'ai fait 2 ans d'alternance dans ma propre entreprise. C'est pas mal, ça. Ça, c'est très cool, c'est un peu le truc que tous les étudiants veulent faire. Et donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps, 2 ans, même si j'avais encore les cours à côté, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour développer le projet. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, tu l'as dit, au final, ça répondait d'abord à ton propre besoin. C'est ça. Et en fait, rentrer, j'imagine, dans l'incubateur, t'as aidé aussi à valider que c'était pas qu'un besoin que toi t'avais. En fait, comment on passe de cette posture de moi je le vois et je le vis à en fait il y a pas que moi, il y a plein de gens et en fait tout ce qu'on appelle la validation de marché, quoi. Comment tu t'es mis à structurer le truc ? Est-ce que tu t'es mis des métriques, t'as fait, je sais pas moi, une enquête, des formulaires, enfin, raconte-nous. Pas du tout. En fait. Justement, ça a été hyper naturel. En fait, quand on a mis le site en ligne, je dis on parce que j'ai créé la plateforme avec mon premier associé qui s'appelait Pierre-Axel, qui s'appelle toujours Pierre-Axel. Quand on a mis le site en ligne, en fait, très vite, j'ai demandé sur LinkedIn, encore une fois, à des étudiants des avis, mais sur toutes les écoles cette fois-ci. On a commencé beaucoup sur Bordeaux, après sur Lyon, sur Paris, voilà, les grandes villes étudiantes. Et très vite, on est remonté sur les résultats de recherche Google.
parce que les avis étaient pleins de mots-clés, donc voilà, au niveau SEO, c'était hyper fort. Et donc là, on a eu très vite pas mal de visites en fait sur le site. Je crois qu'au bout d'un mois, parfois on avait des pics à 500 visites par jour, alors que voilà, sur un site très nouveau, c'était cool comme stat. Et donc là, je me suis dit, il y a des visites, il y a des étudiants qui vont voir les avis, qui mettent les avis, donc ils ont envie de s'exprimer. Et il y a des étudiants qui viennent les consulter. Voilà, on est en train de faire de la rencontre entre anciens et c'est de la collaboration, quoi. C'était une plateforme collaborative, on appelait ça d'ailleurs. Je le dis plus trop, mais c'était le nom que j'employais pour parler de Capitaine Study. Et puis très vite aussi, ce qui m'a permis de valider, c'était les écoles en fait. On a des écoles qui ont commencé à nous contacter, qui nous ont dit on vous a vu sur Google quand on tape notre nom. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Comment on peut travailler ensemble? Même on avait des questions comme ça. D'autres écoles qui étaient pas du tout contentes, parce qu'il faut le dire aussi, qui disaient non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous notez, on vous connaît pas. Donc il y a eu les deux cas, mais en tout cas il y avait de l'attraction et il y avait des gens qui nous reconnaissaient, qui reconnaissaient votre travail, ouais, qui reconnaissaient notre travail, c'est ça. Et ça a été vraiment le déclic en tout cas. Qui m'a fait me dire, voilà, comme tu dis, il y a une validation du marché. Incubator, eux aussi, ils voient l'intérêt, ils voient beaucoup plus le côté business, c'est normal, avec les écoles qui, elles, ont des budgets, ont besoin de recruter. Nous, on fait venir des étudiants qui cherchent une école, et on va les orienter vers des écoles. Donc voilà, il y avait vraiment, en tout cas, ce moment de validation assez logique. Et après, vraiment, pour être honnête, j'ai jamais fait... c'est grave peut-être de le dire, mais d'études de marché ou de sondage auprès des étudiants. Ouais, mais en fait, t'as créé et t'y as été, et voilà, c'est ça. Et ce que je ferais peut-être pas aujourd'hui. Okay. Et ça, je pense que quand on est jeune comme moi, ou même quand c'est pas forcément une question d'âge, mais c'est une question d'expérience, peut-être, on fonce beaucoup plus peut-être qu'aujourd'hui je ferais pas ça comme ça, parce que après quand je suis rentrée chez Incubator, on a eu des ateliers pour réfléchir aux cibles, faire des personas, faire tes 4P, enfin bref, tout ce qui est hyper marketing, et pour le coup je l'ai pas fait du tout, et au moins ça m'a permis d'aller vite et de commencer direct comme dans du concret, et je pense que c'est ce qui me plaisait aussi. Ouais, ok. Hyper intéressant. Et tu l'as dit, au final, quand tu t'es lancé, t'as presque pas du tout pensé à la partie business model, comment je vais gagner de l'argent avec ce truc. Tu l'as dit, c'était un side project, il y avait du monde qui était dessus, c'était cool. C'était peut-être quand t'es rentré dans l'incubateur qui t'ont commencé à te parler en disant ouais, c'est bien, il y a de l'attraction utilisateur, mais il faudra peut-être un jour essayer de trouver un moyen de monétiser. Et comment ça s'est passé, parce que il y a des choses assez classiques sur ces plateformes. Tu fais une étude. Est-ce que tu fais quand même une étude de marché? Est-ce que tu tentes des offres différentes? Ouais, comment ça se passe la structuration? Alors, surtout toi, t'as pas forcément un background business, t'as plus un background communication, digital, etc. Pas du tout, ouais. Déjà, c'est vrai que moi, franchement, si j'étais restée dans mon coin. Et je pense que c'est important aussi quand on lance un projet, je voulais vraiment aider, c'est innocent, mais je voulais vraiment aider les étudiants, m'aider un peu égoïstement au début, parce que c'est comme ça que j'ai choisi mon école d'ailleurs, pour mon master. J'ai direct demandé des avis sur les écoles de digital, et je voulais vraiment aider, et je pense que ça partait ça part toujours d'un bon sentiment, et c'est sincère, et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Donc, voilà, c'est juste pour la première partie, et après... comment définir l'offre? Là, typiquement, on est allé sur des trucs plus classiques, effectivement, où on est allé à la rencontre des écoles directement. Voilà, je suis allée voir 5 directeurs d'école à Bordeaux, savoir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vos problématiques? Est-ce que vous allez chercher du lead? Est-ce que vous voulez aller chercher des avis? Est-ce que vous faites attention à votre e-réputation? Est-ce qu'il y a un réseau d'alumni qui est actif, que vous entretenez? Voilà, j'avais une grille de 10 questions. Ouais, mais c'est hyper important ce que tu dis, c'est que tu y allais avec des questions ouvertes et l'esprit ouvert, en mode c'est quoi vos problématiques? Et je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste quand même là-dessus. C'est pas t'y aller avec une presse toute faite et voici ce que moi je vous vends. C'est plutôt c'est quoi vos problèmes? Et j'avais pas d'offre de toute façon à ce moment-là. Donc j'étais vraiment en mode je veux savoir
bah voilà, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? C'est quoi vos problématiques? Parce que forcément, ils en ont. Et c'est là que tu te rends compte aussi que c'est compliqué parce que une école d'un côté de la rue, elle va te dire une chose et tu traverses la route, elle te dit une autre. Donc c'est forcément compliqué de répondre à tous les besoins. Mais moi, ça m'a vraiment aidé. Et avec des questions concrètes, combien vous êtes prêt à mettre pour répondre à ce besoin-là? Et puis après, 2 mois plus tard, alors entre-temps, il y a eu le confinement, parce que c'était pile avant, c'était en février 2020 qu'on a commencé à faire ces entretiens. Mais voilà, et après, 2 mois plus tard, tu reviens avec, bah voilà, j'ai cette offre à ce prix-là. Bah, si t'as Qu'en répondu, en tout pensez-vous, ouais. cas, ouais, qu'en pensez-vous? Mais si t'as répondu à leurs besoins, il n'y a pas trop de raisons qu'ils refusent. Ouais. Et tu te souviens de la toute première offre que t'as faite et qui a été acceptée? Oui, Et alors, carrément. tu peux nous en parler ou tu te souviens aussi de l'émotion que t'avais eue? En fait, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'avais pas du tout ce background commercial. Et finalement, mon associé Pierre-Axel non plus, pas tellement. Donc, on était un peu... on le faisait et voilà, c'était assez naturel parce que c'était notre plateforme et on savait à peu près la vendre. Mais on n'était pas très à l'aise avec ça. Et à ce moment-là, j'avais mis en place un programme ambassadeur sur 1 mois. En gros, j'avais pris 5 étudiants dans toute la France. Et leur but, c'était de récolter le plus d'avis auprès de leur réseau. Ils étaient payés à la vie... Bon, bref, on avait fait ça sur 1 mois. Et en fait, il y en avait un qui s'appelle Hugo, qui était hyper motivé à la fin du mois, qui me disait qu'il avait vraiment envie de continuer à travailler avec nous. Et lui, il était commercial, il était dans une école de commerce à Toulouse. Et donc, il a pris ça en main, en fait. Il a dit, bah, l'offre, on va la faire ensemble. Et je vais commencer à démarcher. C'était pile pendant le déconfinement, donc vers mai 2020. Et là, tout l'été, il a appelé les écoles, Et un jour, voilà, il m'a appelé, bah, c'est bon, on a une première école, une école de journalisme à Paris. Et trop cool, quoi. Enfin, ça a mis vraiment le début de l'entreprise, même si l'entreprise était déjà créée en février, mais ça a marqué vraiment le début de l'entreprise, ce premier client. Et puis, en plus, on l'a vraiment vu après comme... Enfin, il y a plein d'autres écoles qui ont suivi, en fait. Je pense que ça, dans l'enseignement supérieur, les écoles, elles sont tellement en compétition que, enfin, tu le sais en plus, mais que quand tu signes avec une école, il y en a plein d'autres qui suivent, en fait. Ouais. Ouais, et puis ça, même, je pense que ça peut être extrapolé à n'importe quel autre secteur d'activité. C'est que tant que t'as pas fait une première vente ou que t'as pas un premier client, quand tu vas démarcher les prospects, etc., ils te regardent, t'es encore un peu au stade du projet. Et le jour où t'as fait des ventes, tu deviens une entreprise, quoi. Et donc, c'est peut-être plus rassurant de... Bien sûr. Et puis c'était une école payante parce qu'au départ on a fait la première année on a accompagné un groupe un peu gratuitement aussi pour pareil toujours dans cette logique d'affiner notre offre et de savoir ce qui allait moins bien. Typiquement tout à l'heure tu me demandais un peu si je me rappelais de la première offre. Il y a plein de... Enfin, oui, je m'en rappelle, et il y a plein de choses qu'on a retirées aujourd'hui dans les différentes fonctionnalités. Donc, Oui, c'est tout le temps en amélioration continue. et ça continue, voilà, c'est ça. Il y a encore 1 mois, là, j'ai changé quelque chose, j'ai fait passer entre 2 forfaits. Enfin, je change perpétuellement, et je pense que c'est normal aussi de s'adapter aux changements. Là, avec le Covid en plus, encore plus, il y a eu plein de... Ouais, mais justement, je voulais peut-être en parler. Tu l'as dit, vous avez créé juste avant ou pendant presque. Ça fait quoi de lancer son entreprise durant cette période-là et surtout que le secteur étudiant, il a été hyper touché, à la fois côté toi cible étudiant, aller les voir pour leur demander un avis sur leur école alors que potentiellement ils ont même pas été à l'école. Ça doit être quelque chose. Et côté école, pareil, où ils devaient gérer, à mon avis, les cours en distanciel, etc. Il s'est passé quoi durant cette phase-là pour toi? En fait, à la fois, oui, il y avait ce côté où elles étaient hyper occupées, où il fallait gérer effectivement les cours à distance, les étudiants qui sont pas là, voilà. Mais il y avait aussi le côté communication, le recrutement, il s'est pas arrêté pour elles, il fallait qu'elles remplissent les classes. Et Internet, Internet, on dirait une vieille. Oui. Mais le c'était un digital, terrain de chasse c'était énorme. leur seul terrain de chasse pour aller chercher des étudiants. Donc forcément les équipes elles se sont braquées sur le digital, sur qu'est-ce qui se dit sur internet de notre école. Il y en a qui ont commencé à regarder les avis, je pense, au moment du confinement, au moment du Covid. Donc en fait nous c'était plutôt une bonne opportunité.
Parce qu'en plus, il y a plein de budgets, voilà, tous les budgets salons, ils ont sauté. Donc en fait, il leur restait plein de budgets. Alors oui, ça a été forcément, il a fallu remettre des budgets pour voilà, toute la partie mise en place de l'enseignement à distance avec du matériel, etc. Mais ça représentait pas le budget du salon. Donc il restait des budgets, il fallait aller sur le digital. Les réputations aujourd'hui, c'est voilà, avec le Covid, les chiffres ils ont explosé. J'avais un chiffre avant Covid et il n'y a pas eu d'études ressorties, mais avant Covid, c'était 81% des étudiants qui regardent des avis sur leur école avant de la choisir. Et c'est, voilà, je te dis, avant le Covid. Donc là, à mon avis, on est 90% minimum. Donc en fait, c'était plutôt une bonne opportunité pour nous. Ok, trop bien. Et dans votre rapport aux écoles, justement, la situation, ça s'est peut-être inversé aussi, c'est ça que je veux dire, c'était que avant vous étiez peut-être vous en train d'essayer de démarcher aussi les écoles, chose que j'imagine vous faites encore parce que c'est obligé quand tu te lances. Est-ce que voilà, t'as senti aussi ce chemin inverse où des gens que t'avais pas dans le radar qui viennent vous voir et qui vous contactent? Bien sûr. Ah mais oui, mais pendant le confinement, il y avait franchement 3 à 4 écoles qui nous contactaient par semaine pour d'elles-mêmes pour savoir, alors après ça voulait pas dire forcément qu'elles signaient, mais pour savoir ce qu'on faisait parce que voilà, ça les intéressait. Donc oui, vraiment ça je l'ai senti à fond. On a parlé de la fonctionnalité pour les étudiants qui est assez simple au final, c'est je cherche des avis, je tombe sur la plateforme, j'ai envie de laisser un avis, je passe par la plateforme. Je sais que il y a un process qui est hyper important pour vous, c'est la partie modération, la partie vérification. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus côté étudiant en fait, et comment vous arrivez à obtenir une sorte de garantie que c'est des super avis bien certifiés, parce qu'il peut forcément y avoir des abus là-dessus ou des faux profils, des trucs un peu comme ce qu'on peut voir dans la restauration ou autre quoi. Ouais, ça c'était un sujet hyper important dès le début et pour être honnête, au tout début, la première première version en tout cas qu'on a mis en ligne, on faisait pas cette vérification. Ça a duré franchement 1 mois, je pense. On a mis le site en stand-by et vraiment c'est ça en plus pendant 1 semaine. On s'est dit oula non alors attends là on fait n'importe quoi là, il y a même pas de modération, tous les avis ils arrivent n'importe comment, ça va pas. Donc on a vraiment, je pense que c'était au bout d'1 mois et je te dis pendant 1 semaine on s'est posé, on s'est dit comment on fait. Et donc, aujourd'hui, un étudiant, il peut laisser un avis sur Capitaine Study anonymement, de façon publique en tout cas, il peut inventer un pseudo, mais dans le formulaire d'avis, il doit nous laisser son vrai nom et prénom pour qu'on puisse vérifier sur LinkedIn qu'il a bien fait l'école. Donc, pourquoi LinkedIn ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des écoles qu'on vise, nous, on est plutôt sur les écoles privées, on pourra en parler après, mais on est plutôt sur les écoles privées, écoles de commerce, communication, journalisme, ingénieur aussi. Donc souvent, ça débouche quand même vers un profil LinkedIn, c'est le genre de formation. Et donc, on s'est dit que c'était un bon moyen. Souvent, t'as un CV, t'as des expériences significatives, voilà. Oui, tu peux mentir sur ton LinkedIn, mais voilà, souvent, t'as quand même des expériences qui vont te permettre des posts ou des infos qui vont te permettre de valider ça. Et si on a un doute, on demande, et ça arrive très souvent, un justificatif de scolarité à l'étudiant. Donc on le contacte et on lui dit voilà, est-ce que tu pourrais nous envoyer une carte étudiante, un diplôme, un certificat de scolarité. Et ça nous permet de filtrer franchement je dirais 90 à 95% des avis, parce que oui, c'est difficile aujourd'hui de s'affirmer genre avis 100% vérifié, parce que c'est compliqué de l'affirmer, mais aujourd'hui vous y tendez hyper fort grâce à cette modération là quoi. C'est ça. Et puis ensuite en dehors de la vérification de l'identité entre guillemets de l'étudiant qui est jamais communiquée à l'école, ça j'insiste bien dessus, même une école qui est partenaire, elle pourra pas avoir accès au nom de l'étudiant qui a mis un avis. Et ensuite il y a la partie plus modération où là en fait ce que je voulais vraiment avec Capitaine Study, c'est avoir des avis qui soient qualitatifs, qui soient rédigés. Il peut y avoir des critiques, mais voilà, faut qu'elles soient constructives, faut qu'elles soient faut qu'elles soient accompagnées d'axes d'amélioration. Donc nous pour laisser un avis tu dois mettre 150 caractères minimum, ce qui est un peu plus que voilà, juste 2 mots c'est cool. Et pareil, il peut y avoir des critiques, mais il faut qu'elles soient constructives. Donc oui, un avis qui dirait juste cette école c'est de la merde, voilà. En gros même il y a pas de micro-ondes, c'est de la merde, on le refuse. Voilà, même si l'étudiant il a bien fait cette école, etc.,
vous refuserez. Est-ce que vous allez jusqu'à quand même revenir vers lui en disant bien sûr. ça C'est serait bien obligatoire. que tu nous en dises un peu plus, étaye un peu tes propos. Exactement. C'est obligatoire dans la loi en fait. T'es obligé comme t'as pas le droit d'accepter des bons avis avant les mauvais avis. Bon, ça c'est dans les faits, mais voilà, t'as pas le droit de refuser un mauvais avis sans en informer l'utilisateur de pourquoi il a été refusé. Donc nous on le fait vraiment ça, on envoie un mail voilà, qui explique après, on lui propose de reformuler l'avis, de réécrire. Après souvent on n'aura pas de retour parce que quelqu'un qui écrit 2 lignes c'est que ça le... Peut-être pas engagé. Voilà, il est peut-être pas engagé et voilà, il a fait ça vite fait, mais on le fait en tout cas. Et puis on a peut-être moins d'avis qu'une plateforme où il y aurait pas tout ce processus, mais au moins ils sont plus quali. Et je pense que au niveau aux yeux des écoles, c'est aussi autant aux yeux des écoles que des utilisateurs du site, c'est hyper important d'avoir ça. Ok, hyper intéressant. Et t'as eu des retours d'étudiants qui, après avoir fait leur choix, t'ont écrit en disant Ouais. en fait c'est grâce à Capitaine Study que j'ai affiné ma décision. Carrément. Ça, c'est le goal ultime de... C'est pourquoi tu te lèves pas. Ouais, carrément. Et c'est un défi aussi de cette année, parce que c'est un peu dur en fait pour nous de suivre. Moi, c'était vraiment une volonté et c'est peut-être une erreur, je te le dirai dans quelques mois, mais c'était vraiment une volonté de pas prendre l'email ou les coordonnées des étudiants pour qu'ils consultent les avis sur le site. Il y a d'autres plateformes qui le font et voilà, et donc moi je voulais vraiment que tu viennes sur le site, tu regardes les avis, tu te balades comme tu veux. Et du coup, ça complique en fait le processus de suivi de l'étudiant. Parce que en plus de ça, voilà, moi je dis toujours, les avis, c'est un moyen de comparer les écoles entre elles, mais après, il faut que tu ailles faire une porte ouverte, rencontrer l'école, il faut aussi que tu aies un feeling avec l'équipe pédagogique, il n'y a pas que les avis, c'est hyper subjectif, ça dépend de plein de choses. Donc c'est une première étape qui soit permet de valider ou soit permet de faire un premier choix. Mais en tout cas, oui, j'en ai. Et là, typiquement, j'ai fait un entretien vendredi dernier avec une étudiante qui va peut-être faire un stage en communication chez nous. Et elle me disait qu'elle avait choisi son école grâce aux avis. Et que sa mère, ça l'avait rassurée aussi, qu'elle lui avait montré les avis sur la plateforme et que ça l'avait rassurée. Ouais, ça c'est le genre Trop de bien. truc, il faut les mettre en avant partout. Ouais, sur. comme j'en ai comme ça, je leur fais faire une petite côte et je le reprends, tu vois. Mais c'est trop cool. Et parlons maintenant côté école. Donc, le but pour eux, c'est de soigner, en effet, comme tu l'as dit, leur e-réputation. Déjà, d'aborder ce sujet à travers une plateforme comme la vôtre. Qu'est-ce que vous leur offrez, en fait, en contrepartie quand ils prennent Alors, je sais pas, d'ailleurs, sur le business model, tout à l'heure, tu as parlé de forfait, c'est un abonnement. Ouais. T'as combien d'abonnements? Et en gros, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu leur proposes au final? Donc on a effectivement 2 abonnements, c'est des abonnements annuels que l'école prend pour 1 an, qu'elle commence quand elle veut, il n'y a pas forcément de durée, de début. Nous, on s'est rendu compte, déjà pour t'expliquer un peu le cheminement de pourquoi on a fait cette offre, c'est que d'étudiants, la plupart des étudiants qui s'exprimaient d'eux-mêmes, souvent c'était pour mettre des avis plutôt moyens. Parce que comme dans les écoles, comme dans les restos, comme dans les hôtels, moi aussi j'ai un peu tendance à vouloir lui dire quand ça s'est mal passé, et c'est bête, mais pas trop quand ça s'est bien passé. Ouais, je crois que ça a avéré comme stat que un client mécontent, il a plus de chances de laisser son avis qu'un client content. Il est content, donc il va pas forcément y penser. Ce qui est dommage, ouais. parce que en fait ça fait trop plaisir d'avoir de bons avis. Et donc en se basant sur ça, qui est pas une grande découverte, hein, tout le monde le sait, on s'est dit les écoles c'est un peu pareil en fait. Si on va générer de l'avis, si on va à la rencontre des étudiants directement et qu'on leur demande en one-to-one d'aller mettre un avis, ils vont le faire très certainement. Et d'ailleurs on le voyait, puisque quand je le demandais moi déjà dans mon petit cercle, ça marchait. Donc et à côté de ça, on a vu que les écoles, elles avaient pas du tout le temps d'aller chercher les avis, et l'envie non plus, parce que si ça venait d'elles, voilà, c'est pas forcément très objectif. Donc le fait qu'il y ait une tierce personne qui fasse cette récolte, cette collecte d'avis, ça les intéressait. Et ensuite, il y avait bien sûr le fait que les écoles, elles sont toujours en recherche de nouveaux moyens pour attirer des étudiants, de nouveaux services, de nouveaux leads, voilà. Donc, et ça, on pouvait y répondre parce que on a quand même du trafic sur le site et des étudiants qui sont intéressés. On sait que c'est des étudiants, des prospects hyper qualifiés, parce que voilà, ils sont en train de chercher plusieurs écoles de communication et les comparent entre eux. Donc c'était des leads qu'on pouvait aller facilement récupérer pour les étudiants et une visibilité qu'on pouvait donner aux écoles sur ces pages-là.
Donc aujourd'hui, le référencement, il est gratuit sur la plateforme. N'importe quelle école peut avoir une page avec des avis uniquement. Une école qui est partenaire, elle va pouvoir avoir une page enrichie, on va dire. Enrichie, voilà, beaucoup plus fournie, avec des infos sur l'école, sur les formations, sur les modes d'admission, sur les événements à venir. Elle va pouvoir mettre des CTA vers son site internet, vers son dossier de candidature, vers la brochure, vers les réseaux sociaux. On a créé une petite API, donc un petit badge comme Trustpilot où elle va vérifier pour intégrer la note qu'ont les écoles sur Capitaine Study sur leur site. Tu vois, pour que tu puisses mettre dans ton footer, par exemple, un petit badge 4 sur 5 sur Capitaine Study. Voilà, on a réfléchi à toutes ces fonctionnalités. On en a fait 2 forfaits. Un premier forfait qui s'appelle Capitaine, où là, tu vas pouvoir remplir l'onglet présentation, formation, utiliser l'API, voilà, remplir un nombre d'éléments de contenu. Et une deuxième offre Super Capitaine, où là, tu vas pouvoir remplir toute ta page. Et on a inclus un pack communication où on va présenter... Voilà, il y a des articles mensuellement ou des articles trimestriellement sur le blog de Capitaine Study, des mises en avant sur nos réseaux sociaux parce qu'on est assez présent sur Instagram, TikTok pour les étudiants donc là, voilà. C'est être un relais supplémentaire, une force de communication à travers vous pour l'école, voilà, avec une autre casquette. En tout cas, ils peuvent passer à travers vous et avoir des relais de communication, quoi. C'est ça, c'est un peu plus de visibilité en fait. T'as dit justement, on essaie d'être présent un maximum sur la partie référencement naturel et réseaux sociaux parce que mine de rien, c'est là où sont aussi vos cibles. Au début, je me souviens quand on s'était parlé il y a longtemps, tu m'as dit on n'avait pas trop de strat, on l'avait fait au feeling. Est-ce que aujourd'hui il y a quelque chose qui est un peu plus peut-être réfléchi quand vous allez sur TikTok, tu vois, de communiquer d'une certaine façon versus je sais pas moi sur votre partie blog. Parle-nous un peu de cette partie strat de communication pour se faire connaître et parce que sachant que ça doit pas que se faire connaître, c'est-à-dire qu'au bout du bout tu cherches à ce que les gens aillent sur la plateforme et une action, quoi. Genre laisser un avis, les consulter. Ouais, complètement. Pour en revenir, donc il y a d'abord la partie blog, effectivement, sur laquelle on met pas mal d'énergie quand même. Il y a plusieurs types de contenus. Il y a des articles qui sont vraiment autour de la vie étudiante qu'on va rédiger nous-mêmes. Après, il y a des témoignages étudiants où là, c'est des étudiants qui s'expriment, en fait, qui racontent des expériences. Donc là, c'est un bon moyen parce que eux... voilà, ils sont contents de parler de leur année de césure, de leur stage à l'étranger, de leur job étudiant sur le site. Et nous, ça nous fait du contenu quali qui intéresse en plus les étudiants. Donc ça va pour la partie blog. Et ensuite, j'ai une alternante en communication, Déborah, qui m'aide à rédiger, répondre aux problématiques des lycéens et des étudiants, à toutes les questions qui peuvent se poser. Et donc on va les aborder sur le blog. Donc là, c'est vraiment de l'info... autour de la vie étudiante. Ensuite, on a Insta. Donc là, Insta, on essaye d'être sur beaucoup de contenu à destination des lycéens sur l'orientation. Donc on va définir les différents diplômes, les différentes filières, on va parler des épreuves du bac. Voilà, il y a un peu tous les sujets sur l'orientation. Ensuite, on a un peu plus le côté humour avec des mèmes pour amuser un peu et détendre les étudiants. Un côté astuce, on essaye d'aller chercher des bons plans pour les étudiants qu'on met en vidéo ou en post. Juste pour savoir, pour qu'on se rende bien compte, une plateforme comme Instagram, c'est un post par jour, c'est un post par semaine, c'est quoi votre effort là-dessus ? À peu près, on est entre 3 et 5 posts par semaine. Ah oui, quand même. Ouais, donc ça prend du temps. Ça prend vraiment, vraiment du temps. C'est pour ça que Déborah, heureusement qu'elle est là, parce que vraiment, ça me décharge de beaucoup. Coucou à Déborah, si elle écoute. Non, mais on se rend pas compte, mais ça prend... Enfin, si, on se rend compte, mais ça prend énormément de temps de préparer des posts quali, en plus, qui vont... parce qu'on le voit, quand c'est pas quali sur Insta, il y en a beaucoup qui font des comptes qui sont pas forcément travaillés. Et vraiment, ça, je l'ai observé. Quand on s'applique sur un post, on voit le résultat, je trouve. Donc, et depuis peu, TikTok. Donc depuis peu, TikTok, effectivement. Enfin, depuis peu, ça fait quand même 1 an là qu'on a lancé le compte. On a à peu près 25 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 25 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est un réseau qui offre tellement de possibilités en termes d'audience.
Et sur lequel j'ai l'impression qu'il y a moins de limites ou de barrières. C'est-à-dire que, ok, si t'as envie de danser, même si t'es sur un compte d'entreprise, à la rigueur, ça passera parce qu'on sait que c'est pas l'endroit le plus sérieux, quoi. Ah bah complètement. Et puis là, pour le coup, voilà, comme tu dis, t'as pas de limite, mais t'as pas trop de cadre. Finalement, tu mets un peu ce que tu veux. Tu peux publier 10, 20 fois par jour. Enfin, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 10 TikTok, c'est recommandé par jour. Franchement, si tu veux vraiment faire le buzz et augmenter l'audience d'un coup. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que comparé à Instagram, par exemple, Instagram, tu vas mettre un post. Nous, on a 7000 et quelques abonnés, je crois. Il y en a, je sais pas, maximum 1000 qui vont le voir finalement, parce que toute ton audience le voit pas forcément. Alors sur TikTok, tu peux avoir 25 000 abonnés et on a des vidéos à 500 000 vues. En fait, c'est plus du tout les mêmes ratios. Ouais. Les mêmes ratios, c'est ça. Et je pense que ça va changer, l'algorithme il va évoluer et justement on va plus se rapprocher peut-être d'Insta. Ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, ça offre vraiment des possibilités de couverture, enfin de nombre d'impressions de fou. C'est... Bon, faisons la pub. Allons, disons à tous les gens qui nous écoutent d'aller voir vos TikTok, d'aller voir votre Insta et d'aller voir votre blog, et d'aller voir aussi les comptes de Open Startup. Et en parler d'avis, je profite de placer une pub en plein milieu d'épisode parce que c'est bien. Mais laissez des avis. Les personnes qui écoutent, laissez des avis, c'est très important. Et depuis peu, Spotify a ouvert la possibilité de laisser un avis. Donc si vous écoutez sur Spotify, laissez un avis. Moi, je voulais... on a parlé déjà de pas mal de choses, comment tu as décroché les premiers clients, des fonctionnalités côté utilisateur. Moi, j'aimerais un tout petit peu qu'on revienne sur toi Leslie, et sur le côté perso, là, pour clôturer l'échange qu'on a ensemble. Tu l'as dit, t'as commencé, t'étais étudiante, aujourd'hui, t'es chef d'entreprise. Il s'est passé plein de trucs. Quels ont été tes principaux apprentissages ou la chose sur laquelle tu sens que tu as énormément évolué ou appris, que tu pourrais nous partager? Pas forcément évident, à chaud là de répondre, mais c'est hyper intéressant, je pense, pour plein de gens qui écoutent et qui seraient en train de penser à des projets. Ouais. Déjà, je dirais la confiance en soi. C'est énorme. C'est énorme ce que ça fait faire. En fait, avant, j'étais plutôt de nature très timide quand même, je dirais, réservée. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment changé. Jamais j'aurais fait ça avant. et le fait je me suis beaucoup plus lancée, je me suis dit... j'ai dit oui à tout, en fait. Dès qu'on m'a proposé quelque chose, je l'ai fait. Et ça me fait penser, c'est marrant, parce que il y a une phrase que mon père nous dit souvent, et à un moment, rien à voir, mais il était élu et il faisait des mariages et il la mettait dans son discours. Et je trouve j'y pense souvent. C'est une phrase de Richard Branson, le fondateur de Virgin. Ouais. Et il dit j'ai beaucoup plus profité de la vie en disant oui qu'en disant non. Et à chaque fois, je pense à ça parce que il y a plein de façons de le comprendre, mais dans les opportunités, en tout cas, que ça nous donne, il y a plein de choses où j'ai dit oui, et j'y suis allée, et typiquement, aller chez Incubator, je me suis laissée porter, alors que si je m'étais écoutée vraiment, peut-être que j'aurais eu trop peur, j'aurais dit non. Et donc au niveau confiance en soi, ça m'a vraiment apporté parce que je suis sortie vraiment de ma zone de confort, en tout cas. Ouais, je dirais vraiment la confiance en soi que ça m'a apporté, en tout cas, même si je suis pas du tout à 100%, mais... Oui, c'est chaque jour est un moment pour développer sa confiance en soi. Mais en tout cas, c'est intéressant que tu parles de confiance en soi parce que c'est la base. Quand tu incarnes ton projet, si t'as pas un minimum confiance en toi et ce projet-là, c'est plus dur d'embarquer les gens, quoi. Ouais, puis surtout que je me suis vachement mise en avant. J'ai beaucoup montré... je montre beaucoup mon image, j'ai fait beaucoup de contenu vidéo, et le fait d'être étudiante, entrepreneur aussi, ça m'a ouvert des portes, je pense. J'ai eu pas mal d'expériences grâce à ça, de mise en avant. Et ça, c'est pareil, le fait de me montrer, avant, je l'aurais jamais fait, donc je pense que ça a participé aussi au fait d'avoir confiance en soi. Ouais, je fais une petite aparté là-dessus. Justement, je trouve qu'il y a de plus en plus ce côté personal branding, mais je trouve ça là, j'ai l'impression que sur la dernière génération d'entrepreneurs, on voit ça, mais fort.
Moi, je me pose beaucoup de questions avec ça. Je suis pas forcément hyper à l'aise, etc. Même avec Open Startup, je me montre, j'ai pas montré mon visage ni rien. Ah ouais. Mais ouais, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que moi, ça m'intéresse en fait, juste personnellement. Donc ça pourrait peut-être intéresser des gens. Bah, je pense qu'effectivement, ça joue beaucoup. J'ai plein de marques en tête où c'est des fondatrices qui se sont... Oui, je pense moi à Justine Hutto, Oui, bah, clairement, Respire, voilà, je qui pensais à est ça un aussi. grand modèle. Voilà. Mais même là récemment à Feed, Ouais. en plus on le voit pas mal en ce moment vu qu'il est qui va être mon associé, mais Bien sûr. Anthony Bourbon. Je pense que c'est une force vraiment quand on a envie en tout cas de le faire, d'incarner le projet. Après, ouais, ça se relie vraiment à une personne. Enfin, Justine Hutto, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens la reconnaissent. Enfin, c'est un choix aussi Ouais. qu'il faut faire. Mais toi, tu t'es faut dit à être un OK moment avec donné, ça, tu vois. ok, ça y est, là, je vais m'engager à 100% et donc montrer ma tête, etc. Est-ce que tu t'es posé la question, tu vois, Non, ou voilà. ça a été naturel? Ça a été naturel. Je me la suis pas posée, peut-être. Aussi, c'est ça. Ça me dérange pas plus que... Bon, après, bien sûr, c'est pas du tout le même niveau que Justine Hutto. Mais ça m'a jamais dérangé, en tout cas. Et... Enfin, moi, personnellement, je sais que je retiens plus un projet aussi quand il y a quelqu'un derrière, quand il y a une histoire. Bah, typiquement, Anthony Bourbon, voilà, j'écoutais des podcasts, je sais ce qu'il y a derrière et je veux beaucoup plus en parler, tu vois, même dans la vie de tous les jours. Ah ouais, t'as vu le mec de Feed? Tu sais d'où il vient, Tu sais d'où il vient, ce qu'il a fait avant. Et je trouve que ça rajoute tellement un poids de ouf après. Bah là, de toutes les marques, tu vois, que j'ai en tête, auxquelles je pense, directement comme ça, je pense à quelqu'un derrière. Ok. Donc je pense que ça joue quand même beaucoup dans la mémoire des gens. Ok, mais ça me fait une transition un peu naturelle j'avais une question sur des sources d'inspiration pour toi au sens très large, hein. Ça peut être en effet des entrepreneurs reconnus, mais peut-être aussi des gens, t'as parlé de ton papa, ça peut pas être des gens dans ta famille, ça peut être c'était quoi un peu tes figures et même actuellement des gens qui t'ont inspiré et sur quels aspects? Bah, franchement, à chaque fois cette question, Difficile. j'en ai pas quoi. Non mais c'est vrai, vraiment, j'écoute pas mal de podcasts, je prends un peu partout, mais un modèle en lui-même, pas forcément. J'écoutais pas mal de podcasts sur Jérémy Clédia, le fondateur de Welcome to the Jungle, parce que le projet il est pas si loin du nôtre en fait, même au niveau business model, etc. On n'est pas loin et je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je vais régulièrement écouter des podcasts, mais après, te dire une personne en particulier, non. Ça marche. Non, mais pas obligé, hein. Puis ça dépend aussi des moments. Il y a des moments où on va peut-être plus suivre l'actu de quelqu'un et donc Ouais. regarder et s'inspirer plus, et puis ça peut changer. Mm. Top. Je t'ai demandé un peu les grands apprentissages. Je pense qu'il y a toujours on parle pas assez d'échecs. Et là, je me suis dit, tiens, avec cette nouvelle session en 2022 du podcast, je vais un peu plus à chaque fois poser la question d'un échec, par exemple, un truc qui t'a marqué et voir si t'accepterais de nous partager voilà, un moment comme celui-là. Oui, bien sûr. Donc, le plus gros échec, je dirais... Enfin, gros échec. Échec, apprentissage, hein, Oui, oui, bien sûr. Ce serait vraiment, comme je disais au début, je me suis associée avec Pierre Axel, donc qui était là dès le début du projet, qui m'a aidé à créer le site, etc. Donc voilà, ça a été un appui important. Et finalement, très vite, je pense qu'on s'était pas mis d'accord sur tous les deux nos attentes, nos ambitions par rapport au projet, là où on voulait aller. Mais peut-être aussi parce que j'étais moi-même pas claire dans ma tête sur ce que je voulais, donc c'est là où on en revient à l'apprentissage et ce que je ferais différemment. C'est que peut-être qu'il faut, ok, c'est cool d'y aller direct, mais il faut peut-être aussi réfléchir à ce que tu veux faire avec et où tu te vois après. Et donc justement, avec Pierre Axel, on a commencé ensemble et puis au bout je dirais 6 mois, 1 an max, il a complètement quitté le projet et moi je me suis retrouvée un peu seule dessus avec une alternante plus âgée que moi sur les bras et voilà, et pas mal de responsabilités parce qu'on avait déjà des premières écoles partenaires et voilà, ça m'a vraiment appris en tout cas déjà que je voulais pas entreprendre toute seule, ça c'est important. Après, c'est peut-être lié au fait aussi qu'on avait commencé à 2 et que peut-être que si demain je commence un projet toute seule, je serais plus à l'aise à le continuer seule. Là, c'était vraiment qu'on avait commencé à 2, donc je me sentais moins bien toute seule. En tout cas, le conseil que je pourrais donner, ce serait de s'écouter déjà, parce qu'au fond de moi, à ce moment-là, je crois que je savais déjà qu'en fait, ça allait pas...
on avait déjà pas le même niveau d'investissement et on n'avait pas le même rythme de vie. Lui, il avait 29 ans, il était déjà dentiste avec une activité, il avait déjà des revenus. Moi, pas du tout, j'avais 20 ans, j'avais rien. Ouais, mais tu l'as très bien dit au début, c'est quoi être clair sur les rôles de chacun et comment tu t'engages dans cette activité, entreprise, projet. Ouais. On a envie de commencer hyper fluidement, enfin voilà, librement. Mais en fait, il y a un moment, il faut quand même se poser et le côté pacte d'associés. Enfin là, c'est chiant quand on en parle direct, mais pacte d'associés, statut, en fait, c'est hyper important parce que là, t'arrives à un moment quand tu veux te séparer, c'est comme un mariage et si c'était acté sur des papiers que Leslie devait faire ça, Pierre-Axel il devait faire ça, Nana il devait faire ça, peut-être qu'on n'aurait pas. Voilà, ça aurait été écrit et on aurait peut-être mieux suivi le protocole, je pense. Bah, mais ça, ouais, je pense qu'on n'en parle pas assez, comme tu l'as dit, même si ça peut paraître pénible à entendre, mais ouais. Et du coup, c'est souvent que moi, là, maintenant, je recommande l'échange que j'ai eu avec Chloé Martineau, qui, il y a quelques épisodes de ça, a parlé de toute la phase de rencontre et définition des rôles de chacun avec son associé. C'est passionnant, donc je vous mettrai un lien en description. Allez écouter ça. Ben merci d'avoir partagé cet échec apprentissage. En tout cas, c'est jamais forcément facile. Donc, mais je vais m'activer à tout le temps poser la question. Ouais, puis même je pense qu'on a envie de juste pour conclure, mais au niveau de l'association, je vois pas mal de projets dans notre incubateur, tu vois, avec par exemple des étudiants, des amis qui s'associent. Et je pense que c'est hyper important. Tout à l'heure, j'en parlais avec Pierre-Axel, il y en avait aucun des deux qui avait vraiment la compétence commerciale. Et ok, on s'entendait bien sur le coup, mais en fait, c'est un peu dommage parce qu'on avait un peu les mêmes compétences. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi de s'associer avec des personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes, pour aller beaucoup plus vite. Et c'était aussi une erreur, je pense, en tout cas, au début, que je referai pas, je pense. Voilà. Ok, merci. Écoute, moi, je suis ravi d'avoir échangé avec toi sur tout ça. Je pense qu'on a fait un bon premier tour de plein de trucs. Je pourrais te lancer sur plein d'autres questions, mais j'ai peur qu'on digresse encore beaucoup. Quels sont, pour terminer, j'ai deux questions. C'est un peu, ça va être quoi les grands objectifs, les grandes attentes pour Capitaine Study cette année? Voilà, je suis curieux de savoir, vu qu'on approche d'une année encore différente, t'as vécu toi les années un peu Covid, là c'est un peu différent. Qu'est-ce qui va se passer? J'imagine plus de commercial encore, plus d'écoles, plus d'avis. Est-ce que partir tester un autre marché, c'est un jour prévu quelque part dans ta tête? C'est quoi l'avenir de Capitaine Study, quoi? Yes. Mais comme je le disais, donc... Enfin non, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai un nouvel associé quand même qui a repris le côté commercial, suite à Pierre-Axel du coup, qui s'appelle Thibaut. Et donc là, le but, ouais, effectivement, ça va être vraiment... Aujourd'hui, on travaille avec 27 à peu près écoles du supérieur, un peu dans toute la France. Le but, c'est vraiment de multiplier ce nombre de clients et d'assurer vraiment tous les services liés à la réputation pour les écoles. Donc dans un premier temps, école privée en effet. Là, le but, ça va être d'aller référencer aussi et d'aller contacter les prépas privés, donc prépa aux grandes écoles et prépa de soutien pour les concours. Et ensuite, pourquoi pas l'enseignement supérieur public, mais je pense que ça va venir dans un second temps. Et ensuite, en 2022, l'objectif, ça va être aussi de développer pas mal de services autour de la vie étudiante. On s'est rendu compte que voilà, on a une audience qui sont les étudiants qui sont touchés par tous les prêts bancaires, côté assurance, côté auto-école. Donc voilà, le but là, ça va être de s'entourer de partenaires assez cool qu'on a déjà un petit peu et de proposer encore plus de services aux étudiants pour couvrir un petit peu toute la vie, tout le passage à l'âge adulte. Et notamment aussi la partie orientation, parce qu'aujourd'hui on oriente beaucoup vers le choix de la formation, mais en fait on se rend compte qu'il y a plein d'étudiants qui savent juste pas quoi faire comme filière. Ouais. Donc le but c'est d'arriver un peu plus tôt et de créer une offre pour l'orientation des étudiants.
T'as vu que je t'ai pas du tout lancé sur Parcoursup ni ce genre de truc pour te mettre mal à l'aise durant notre échange. C'est un sujet, oui, voilà. Enfin, clairement, là, aujourd'hui, il y a des étudiants qui savent juste pas quoi mettre sur Parcoursup. C'est très dur de choisir en terminale, bien sûr, et ça, en plus, Parcoursup fait tellement débat par rapport aux algos et comment ça marche, etc. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'orientation des étudiants. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais en gros, on voudrait lancer un service dédié à l'orientation. Ok, plus d'écoles et surtout plus de services pour les étudiants. C'est ça. Trop bien. Les accompagner encore plus. On va suivre ça avec intérêt. Donc, site, blog et réseaux sociaux. Merci beaucoup, du coup, Leslie, pour toutes ces minutes partagées ensemble, toute ta spontanéité, voilà, la transparence de nous avoir partagé tout ça. Moi, je suis très content parce qu'on prend un peu une revanche sur un épisode qu'on avait tenté justement en plein confinement et techniquement, ça avait été pas cool. Je te souhaite sincèrement le meilleur là pour l'année qui arrive et que on continue à entendre parler de Capitaine Study, que ça aide encore beaucoup d'étudiants et d'écoles. Voilà, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe plein d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres. C'est simple, on est dispo quasiment partout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.